YouTube, salut YouTube. Alors je vais achever cette partie concernant les liens entre Epstein et... Enfin plutôt, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est pas les liens, mais disons que euh, l'aspect, on va dire, judéo-sioniste de Epstein. Voilà. Parce que voilà, j'ai pas envie de faire une fixette là-dessus. Même si, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est quand même un aspect qui est extrêmement important et qui est surtout sous-médiatisé. Voilà. Je tiens à préciser en toute franchise avec vous que ce que je m'apprête à vous partager euh, a été déclaré par Grok, donc ce qui montre bien que les intelligences artificielles ne sont pas neutres et qu'en particulier Grok, contrairement à ce que Elon Musk dit, n'est pas, comment dire, ne permet pas de faire tout ce qu'on veut. Grok a censuré mon script en considérant que cette partie était antisémite. Voilà. Je vais être aussi clair que ça l'est. Si je retrouve la discussion, je mettrai un screen à l'écran pour que vous voyez exactement ce que me dit Grok. Et moi, je suis convaincu que ce n'est pas le cas. J'en veux pour preuve l'énorme quantité de vidéos que j'ai fait qui font intervenir des juifs antisionistes. On peut dire que c'est même 99% de mon contenu euh, sur ce sujet. Donc je ne pense pas, mais après, voilà, comme tout le monde, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas infaillible, donc si vous trouvez que c'est le cas, dites-moi dans les commentaires, mais il ne suffit pas de dire parce que c'est trop facile, à donner des arguments, d'accord? Moi, je suis tout à fait capable d'entendre la critique à partir du moment où il y a des arguments. Et encore une fois, c'est pas parce que vous avez donné un argument que forcément je vais me coucher et je vais dire vous avez raison, d'accord? Mais à ce moment-là, ce sera à moi de fournir des arguments pour contrer vos arguments. Et c'est ça le principe. Voilà, voilà. De toute façon, personnellement, je n'ai de haine envers personne. Voilà, je vis très très loin de tout ce bordel. Je suis à l'abri même en cas de guerre nucléaire, etc. Donc voilà, j'ai envie de dire, ça n'en touche une sans faire bouger l'autre. Néanmoins, je suis profondément épris de justice. Et en fait, parce que les gens pourraient dire, oui, mais pourquoi est-ce que ça et pas d'autres causes? Ouais, ouais, il y a d'autres causes dont je voudrais parler sur cette chaîne. Mais la vérité, c'est que, un, c'est pas moi qui fais les médias, cette cause est la plus médiatisée, premièrement. Et deuxièmement, je vais le dire très honnêtement, exactement comme je le ressens, mais je ressens une profonde injustice, en fait. C'est vraiment plus fort que moi. Je trouve ça profondément injuste. Et ce qui me rend encore plus fou, d'une certaine manière, c'est qu'il y a peu de gens qui réalisent à quel point c'est profondément injuste, et il y a peu de gens qui réalisent à quel point, en fait, il y a juste une toute petite minorité à qui il faudrait botter les fesses et, je sais pas, mettre en prison, enfin simplement appliquer la loi, en fait. Hein. Il suffirait qu'on applique le droit international et ce serait réglé. Mais il y a aussi des principes de bon sens en France, par exemple, que tous les gens qui ont la double nationalité, en particulier la double nationalité israélienne, qui soient interdits de toute politique au niveau national et encore plus a fortiori au niveau international. Mais bon, là, on touche du doigt l'autre aspect de l'affaire Epstein, la corruption. Parce que la Karina Choulak, c'est du très très lourd en termes de corruption. Et elle n'est pas juive. Hein. Donc, comme quoi, hein, vous savez, c'est pas du tout lié à ça. Et d'ailleurs, bah, ce sera l'objet d'une vidéo spécifique sur ce sujet parce que vous n'êtes pas prêts. Bon, bref, donc, ces mises en garde ayant été faites, les mous du bulbe qui voudraient essayer de sectionner mes vidéos pour en faire des clips et essayer de détourner mes propos, etc., venez dans l'octogone, je vous pète les dents et on n'en parle plus. Voilà. Alors, donc, on y go toujours bah, sur le site officiel parce que voilà, je sors pas les choses de mon chapeau et je donne toujours les sources de ce que j'avance. Alors, on a on a un message de Michael Wolf qui nous dit que Barack, qui c'est Barack? C'est pas Barack Obama, non, c'est Ehud Barak. Et il est à Los Angeles. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la guerre entre les juifs et les non-juifs, et que en ce moment, ce sont les juifs qui gagnent. D'accord? Bon, au cas où vous ne l'auriez pas repéré, Michel Wolf, il est un juif. Ça me rappelle un peu la phrase de Warren Buffett qui disait ouais, il y a la lutte des classes et ma classe est en train de la gagner. Hein. J'ai rarement vu des gens se vanter d'une victoire qui n'est pas leur groupe. D'accord? Voilà. Voilà, voilà. Après, il nous parle de l'Irak, de je sais pas quoi. Voilà. On va aller quand même ouvrir un petit onglet pour la traduction, parce que ça pourra servir. Mais pour celui-là, on est bon. Alors, ici on a l'article de Bloomberg auquel il fait référence.
Bannon taken off Trump National Security Council. Ouais, alors le Bloomberg, je crois que ouais, c'est ça, il y a un paywall. Donc ils vont se faire voir, autre chose à faire que payer. Mais j'ai chopé une version CNN qui est, elle, accessible en clair, gratuitement. Voilà. Bannon removed from National Security Council. Et ça, c'est bien en 2017, hein, parce que... Donc Bannon, c'est plus trop l'ami de Trump, mais je sais pas, il me semblait que dans la campagne de 2024, il était revenu en odeur de sainteté. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bannon écarté de ses fonctions au sein du Conseil de sécurité nationale. Tiens, tiens, tiens. On va juste prendre le chapeau pour voir s'il y a des choses un petit peu plus intéressantes à se mettre sous la dent. Au passage, j'en profite, puisqu'on est dans la section suprémacisme sioniste, la féministe soi-disant, identitaire soi-disant, Alice Cordier, a publié un tweet au Chinese Business Club. Alors là, je suis très surpris de l'avoir là-bas. Mais surtout, ce qui j'ai été très surpris, c'est que sur ce tweet, il n'y a aucun Chinois, et il y a surtout l'ambassadeur israélien, donc en France, qui est au centre, et Alice Cordier qui est à sa droite, donc sur la gauche quand on regarde la photo, et à sa gauche, à cet ambassadeur, il y a une autre petite nana, et Alice Cordier qui tweet, c'était, je ne sais plus exactement la formulation, mais elle avait dit quand même son excellence, l'ambassadeur. Excellence, c'est ce qu'on dit pour les majestés, pour les rois. Parler de l'excellence d'un ambassadeur étranger en France, quand on se dit soi-disant nationaliste, identitaire, etc., mais voilà. Donc ça confirme le fait qu'elle soit arrosée par les sionistes pour son agenda. Et ça explique pourquoi est-ce qu'elle elle est allée provoquer Rima Hassan. D'accord? Parce qu'a priori, Rima Hassan, ce n'est pas un homme. Donc, a priori, ça n'a rien à voir avec son soi-disant combat du féminisme. Donc, vous voyez que ouais, la France est totalement gangrénée. Totalement. Rigolo. Steve Bannon, le stratège en chef du président Donald Trump, a été démis de son poste permanent au sein du Conseil national de sécurité, ont indiqué plusieurs sources à CNN qui ramènent le Conseil à une structure plus traditionnelle. Bon, là, ils ont un peu rien dit quand ils ont dit ça. Ils nous ont rien dit. Alors, on va peut-être voir juste un autre petit truc pour voir s'il y a un truc à dire, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu vide comme information. Cette décision, qui selon une source bien informée aurait été prise par Trump lui-même, intervient après que le président a autorisé en janvier la réorganisation du Conseil de sécurité nationale afin d'y inclure Bannon en tant que membre permanent. Bon, ça montre au passage que Trump est lunatique et que ça date pas d'hier, durant son premier mandat, c'était déjà le cas. Alors, on revient sur le document officiel du Dodge Department of Justice. Et donc, on a un mail de la part de Jeffrey Epstein à Cathy Ruemmler. Si vous ne savez pas qui c'est, c'était une membre de l'équipe de Obama, une membre très 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 importante. Et vous allez voir cette petite conversation. Alors, je ne sais plus s'il y a toute la conversation qui est intéressante. Destroy this communication, bon ça s'en fout un petit peu. Ça c'est les trucs Cathy et Wood Cathy. Cathy is in Tel Aviv until Wednesday. Bon, on voit bien que Ewood c'était son pote. Salut Cathy, super que tu voyages à Israël. Est-ce que tu peux nous rendre visite à Tel Aviv? Voilà, donc ça c'est Ewood qui dit à Cathy viens prendre le café avec nous. Voilà, donc là ils sont d'accord, etc. Alors je sais pas pourquoi il y a marqué Facebook Jewish Google You. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Qu'est-ce que ça vient faire là? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc ça c'était Epstein, hein. Donc vous voyez, ça l'obsède ce truc. Et là on a Cathy qui dit Are you saying that I don't jive? Alors je pense que c'est elle. I don't live with the Jews. Voilà, donc est-ce que tu crois que je ne peux. Que je ne vis pas avec les juifs? Donc c'est toujours un peu obsédant. Alors j'ai l'impression que Cathy Ruemmler n'en est pas une, hein, sinon on ne dirait pas ça.
Since life is a black concept, since life is a black concept, the answer is self-evident. Puisque la vie est un concept noir, la réponse est évidente. Alors, je sais pas s'ils font référence à Black Lives Matter, j'en sais rien. Mais elle lui dit, tu as oublié que j'avais une âme juive. J'ai changé mon vol pour venir, pour rentrer à la maison demain soir, plutôt que mercredi matin. Voilà. Bon, ça on s'en fout, mais ce qu'on voit surtout, c'est que la question juive, c'est tout le temps dans leur conversation. Ok, on passe à la suite. Mais on voit aussi que d'une certaine façon, elle est un peu judéophile. Elle aimerait l'être, elle ne l'est pas et elle aimerait l'être. Alors là, c'est Epstein. Non, ça c'est quelqu'un qui écrit à Epstein et qui dit qu'il a voyagé. Je pense que ça doit être Cathy. Non, encore que non, parce que c'est pas la même époque, c'est 4 ans plus tôt. Je sais pas, mais en tout cas, il dit des juifs qui puent, des arabes qui puent, et des Schwartz, je sais pas ce que c'est. Donc on va aller voir le traducteur. Bon, on va voir le message entier. Bon, même si je pense que Time for My G5, je suis pas sûr que ça soit une information très intéressante. Et jusqu'à là, je vois pas où est-ce que c'est antisémite de dire ça. Grok a un peu craqué. Schwartz, ce serait des noirs. Waouh, je connaissais pas ce mot. Dans un vol United à destination de New York, des juifs puants, des arabes et des noirs. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette information. Alors. Ah ouais, ici on a peakover.com, les juifs dans l'hyperespace. Alors, je suis allé récupérer le site parce que souvent les liens ne marchent pas. Et donc, les juifs dans le cyberespace, donc c'est ce livre-là, sur un site voilà, qui est assez... c'est le site de Peakover, donc c'est-à-dire c'est le site de l'auteur Cliff Peakover, qui, je pense c'est assez clair qu'il est juif. Voilà. Comment est-ce que ça m'est venu à l'idée de d'écrire ce livre? Et là, il donne un lien pour expliquer ça. Comment est-ce que je peux avoir le livre dans mon Kindle? Bon, bref, là, c'est les liens commerciaux, j'imagine. Ça, c'est la table des matières, ok. Ça, c'est pour les gens qui voudraient apprendre à écrire des livres sur Kindle, et voilà. Voilà. Et donc là, c'est lui, c'est Cliff Peakover. Et il explique un petit peu d'où ça vient. Voilà. Voilà. Ok. Et je sais plus dans quel cadre. Oui, je crois que c'est Epstein qui avait envoyé le mail. Alors attendez. Ouais, en fait, on sait pas. Non, c'est quelqu'un d'autre qui l'a envoyé à Moshe Lux, mais aussi à Epstein qui est là. Ouais, il l'a envoyé à plusieurs personnes. Voilà. Bon, voilà, il était content, une blague. Ok, on passe à la suite. Alors ici, c'est Epstein qui envoie on ne sait pas qui. Et je crois que c'est la suite de la conversation avec la relativité, etc. Mais sauf qu'il y avait un truc au début, ça parlait de physique. Au tout début. Parce que je crois que ça, on l'avait vu dans la partie précédente. Toute cette partie-là, ça parlait de physique. Mais sauf que, après, il est parti dans un autre délire. Ouais, voilà, c'est à partir de là. Il a introduit les juifs dans la physique. Ça m'a surpris. J'avais pas compris. Pourquoi cette obsession? Donc on va voir ensemble. Ta physique a besoin d'un coup de pouce. Alors attendez, qu'on soit sûr de qui parle. Ouais, c'est Epstein. Donc c'est bien pour ça que je l'avais sélectionné, maintenant ça me revient. Parce que David Geltner, lui, il parlait de physique. Donc logiquement, quand on parle de physique, on parle pas de l'origine ethnique des gens ou de la religion des gens, peu importe. Mais Epstein, lui, non. Ta physique, donc il y a la physique de Gettler et puis il y a la physique de Epstein, ou la physique des juifs si on écoute Epstein. Ta physique a besoin d'un coup de pouce. À l'horizon des trous noirs, lorsqu'on franchit la frontière, le temps et l'espace échangent en fait leur rôle. Note qu'il existe à la fois des trous noirs chargés et non chargés, en rotation et non en rotation. Les trous de verre permettent un voyage plus rapide que la vitesse de la lumière.
De nouvelles expériences permettent de voyager dans le passé, mais le temps reste uniquement défini par les vibrations des atomes de césium. Ce n'est qu'un paramètre, ce qui ne satisfait pas les juifs. Notre ami dirait que vos pensées voyagent plus vite que la lumière, que la vitesse de la lumière, prédisant le futur proche, et évidemment remontant dans le temps, et les distorsions inévitables lors de la recohérence. Voilà, voilà. Alors après, justement, alors Guy Lertner, je ne sais pas s'il est juif ou pas, on va voir. Il nous dit, merci, je devrais m'en tenir à la théorie des champs. Mais comme je peux mesurer une vitesse supérieure à c si je dépasse un objet, c'est bizarre, sa phrase est bizarre. Mais en même temps, ils sont chiants dans les miels de Epstein, ils font que écrire de façon n'importe comment. Comme je peux mesurer une vitesse supérieure à c, donc c c'est la vitesse de la lumière, normalement c'est celle qu'on ne peut pas dépasser. Si je dépasse un objet rapide allant dans la direction opposée, je pourrais mesurer une vitesse temporelle satisfaisant n est supérieur à c. Je croyais que le mouvement temporel à rebours faisait partie des célèbres équations de la QCD de Feynman. Mais Feynman c'est un physicien, et il faudrait que je remonte bien loin dans le temps pour me souvenir comment. Pour les juifs, le temps est la queue d'une comète. Si tu voles dans la bonne direction, tu laisses un sillage lumineux de temps illuminé. Et les juifs sont d'accord avec les grecs pour dire que tu fais face au passé dans le temps alors que tu avances. Franchement, je sais pas à quoi il se réfère. Là, j'avoue que les références me manquent. Voilà. Alors, ici, on a le dernier échange. Et donc là, c'est Epstein qui parle. Ouais. Il lui dit, tu ferais bien de revoir les bases de la relativité générale. Les vitesses ne s'additionnent pas, sauf si le train a quitté Chicago à W et que tu as quitté New York, etc. Si les juifs sont tournés vers l'arrière, j'imagine que ça pourrait expliquer ce commentaire antisémite selon lequel ce sont tous des connards, du moins de notre point de vue. C'est lunaire, c'est totalement lunaire. Je sais pas quoi dire de plus, à part le fait que c'est lunaire. Alors, ici on a encore... Non, là c'est Fischer qui envoie un message à Epstein et qui lui dit, je sais pas trop ce qu'il veut dire par Loki, restez encore plus discret et détendu que d'habitude jusqu'à mercredi. Je sais pas à quel propos. Alors est-ce que j'ai Ouais, j'ai récupéré le PDF cité. Donc une liste des... Donc ça c'est le rabbin Mordechai Becher qui lui a écrit ça. Alors merde, on peut pas récupérer cette partie-là. Ah ça c'est relou ça. Donc là c'est le calendrier hébraïque à partir de l'année 2448 du calendrier hébraïque, c'est-à-dire 1312 pour l'ère commune. Alors je subodore que c'est 1312 avant Jésus-Christ, puisque après ça... Ouais c'est ça, parce que ouais, ils ont oublié les signes. Parce que sinon ça diminue, c'est pas très logique. Et sauf qu'après ça remonte, donc c'est ça, ça doit être moins 1312. Est-ce que je peux récupérer le texte? Ouais, je peux récupérer celui-là. Donc en moins 1000, là j'avoue que je sais pas ce qui s'est passé en moins 1312. Les Esmons reviennent d'un séjour de 40 jours en Israël avec des récits alarmants sur la terre d'Israël. Le peuple juif pleure de désespoir et perd tout espoir d'entrer en terre d'Israël. Bon, ok. C'est des trucs par rapport à la Bible. Destruction du temple, ok. Destruction du second temple, blablabla. Première guerre mondiale, etc. 1989, les Irakiens vont sur le Koweït. Alors attendez, c'est en quelle année qu'il a fait ça? En 1997. Ok. Et l'autre, il lui envoie ça en 2010. Voilà.
quoi dire de cette information. Alors ensuite, on retrouve Michel Hazanavicius en 2012 qui a une conversation. Alors c'est la suite de celle qu'on avait déjà vue où il disait, où Jeffrey lui disait les Juifs sont riches parce que blablabla ils étaient radins et compagnie. Et ce à quoi Hazanavicius lui répond le lendemain. Ils auraient pu donner le prix Nobel à Mark Zuckerberg pour les révolutions arabes. Tout le monde aurait été content. Et Jeffrey Epstein qui lui répond le prix de la paix avec un P en majuscule. Et Zanavicius qui lui répond ça serait une bonne discussion. Ça sera une bonne discussion pour la prochaine fois que l'on se rencontrera. Dans son esprit, quelle utilisation, quel usage spécifique d'Internet mérite le prix de la paix? Voilà. Alors on passe au suivant. Alors le suivant, c'est de la part de Peggy Segal, qui était une des collaboratrices très très proches de Epstein, qui parle de Carol. Alors je sais pas qui c'est, mais elle parle de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, c'est la maison de Trump à Palm Beach. Déjeuner à 13h chez Carol Mack. Sinon, je suis libre jusqu'à la soirée Le Frac à 20h, où se trouvent plus de 130 juifs surélégants et parés de bijoux au Mar-a-Lago. Bisous, PCG. Donc vous voyez, c'est un petit peu subtil, mais en même temps, pas tant que ça, parce que c'est systématique. Toujours qu'il parle des juifs. Alors ici on a la correspondance avec on sait pas qui en fait. Donc là c'est Epstein qui écrit mais on sait pas à qui. Et il y a un gros PS en plus. Un très très gros PS. Et c'est Epstein qui dit ses grands-parents sont de Lituanie. Je rigole, mes grands-parents sont de Lituanie. Alors, la personne qui écrit à Epstein, elle lui dit la chose suivante. Donc je pense que Epstein a dû leur mettre un petit coup de pression et je pense que c'est des gens à qui Epstein a donné de l'argent. Alors il y a pas mal de caractères qui ont disparu, enfin qui sont... Ah ouais, non mais d'accord. Bon, alors je vais faire en deux temps. Le PS, il va venir après. Alors on va faire ça d'abord. Alors, cher monsieur Jeffrey, je tiens à vous remercier encore une fois pour votre générosité, pour votre gentillesse à mon égard et pour tout ce que vous faites pour l'art. Donc ouais, ça doit être une galerie d'art ou quelque chose comme ça. Sans des personnes comme vous, l'art ne pourrait en aucun cas perdurer. À toutes les époques, les artistes ont été soutenus par les aristocrates et les intellectuels, et c'est la seule raison pour laquelle le monde regorge d'autant de beauté. Merci infiniment pour tout le soutien que vous m'apportez. Toute ma famille et moi-même vous sommes extrêmement reconnaissants de votre générosité. Bah oui, il peut être généreux puisque l'argent qu'il a, il l'a soit volé à des gens, soit c'est pas le sien. Donc dans tous les cas, il n'a pas trop travaillé pour l'avoir. Si cela ne vous dérange pas, je serais très heureuse de vous mentionner lors de mon concert en décembre à la Philharmonie de Lituanie, dans ma liste des sponsors, en tant que l'un de mes grands soutiens. Meilleurs vœux. Voilà, là je vais vous dire ma petite théorie, hein. S'il soutient les trucs en Lituanie, c'est parce que justement ça lui permet d'avoir des contacts redevables en Lituanie et donc d'avoir des opportunités d'augmenter son carnet d'adresses et potentiellement de choper des nanas des pays baltes qui correspondent à ces critères de sélection. Alors dans le PS, qui est quand même un PS très très gros, hein, parce que je crois même si on regarde le document que le PS est plus gros que le corps du message.
Je voudrais vous demander de cesser de penser que les Lituaniens haïssent les Juifs. Donc on n'a pas le début de la conversation, mais apparemment Epstein aurait dit ouais les Lituaniens ils sont antisémites ou je sais pas quoi. Donc lui aussi Epstein jouait de ce chantage parce que la réponse est claire. Hein. Je faisais une blague, mes grands-parents sont de Lituanie, donc ça montre bien que ben voilà il utilise l'antisémitisme à son avantage. Donc c'est bien ce que je dis. Epstein a joué de sa judaïté comme ça l'arrangeait en fait, pour toujours prendre l'aspect qui lui permettait de tirer un avantage. Avant la Seconde Guerre mondiale, alors que notre pays était encore indépendant, la communauté juive de Lituanie faisait partie intégrante de notre nation. Ses membres étaient des citoyens et des résidents qui jouissaient de tous les droits et le gouvernement leur était favorable. Malheureusement, après l'occupation par l'Union soviétique puis l'invasion allemande, la situation des juifs est devenue effroyable. Mais encore une fois, ce n'est pas la Lituanie qui a détruit la communauté juive et vous devez savoir que certains Lituaniens ont même risqué leur vie pour sauver des juifs. Nous n'étions plus un pays indépendant, ce n'était pas le gouvernement lituanien qui dirigeait notre pays. D'ailleurs, les Juifs et les Lituaniens ont même quelque chose en commun. Les Juifs ont subi un génocide, tandis que les Lituaniens ont connu des déportations massives et que des dizaines de milliers de familles lituaniennes ont été exilées en Sibérie et dans d'autres régions de l'Union soviétique. Loin au nord, bon là c'est un Wikipédia, voilà. La famille de ma grand-mère a failli être déportée en Sibérie, elle aussi. Ce n'est que par miracle qu'elle est restée en Lituanie. Ma grand-mère avait une meilleure amie qui était juive et qui a failli être tuée par les nazis alors qu'elle n'était encore qu'une petite fille. Elle a une histoire incroyable sur la façon dont elle a survécu. Si cela vous intéresse, je pourrais vous la raconter la prochaine fois que nous nous verrons. Voilà. Donc, hop, on passe à la suite. Alors cette fois, c'est à nouveau de la part de Jeffrey Epstein à on sait pas qui. Et il parle de sa tribu. Donc c'est assez clair. Je lui ai dit que tu faisais partie de la tribu. Je ne sais pas trop ce que les Indiens et les Juifs ont en commun, à part peut-être l'idée des obligations à 100 ans. Voilà. Alors, on passe à la suite. Donc c'est encore Epstein qui écrit, je pense à David Koch, encore que j'en sais rien. Un excellent credit score. Ah oui, par contre, aux États-Unis, le score de crédit, c'est pour les banques. Ça n'a rien à voir. Alors, David Koch a organisé une fête chez lui hier soir pour célébrer son don de 100 millions de dollars au Lincoln Center. C'est drôle, le bâtiment s'appelle le David Koch Theater et non le Julia et David Koch Theater. C'est curieux, ou est-ce que seuls les juifs mentionnent leurs épouses? Ok. Alors, ensuite. Donc, ensuite, c'est une conversation avec Steve Bannon. Et vous allez voir. Voilà. C'est Steve Bannon qui dit les juifs sont plus intelligents, ou alors. Alors, attendez. Qui est en bleu, qui est en. Non, c'est bien ça. C'est Steve Bannon qui dit ça. Les juifs sont plus intelligents. Voilà. Parce que lorsqu'il lui dit le cancer est intelligent, et lui il dit les juifs sont plus intelligents. Bon. Voilà. Alors. Donc là, c'est John Brockman à Epstein. John Brockman, souvenez-vous, c'est celui qui voulait mettre en relation avec Stanislas Dehaene. Alors, Yippie, Galardner, c'est celui qui parlait de la vitesse de la lumière. Donc, on va dire que, en fait, c'est tout le mail. Hein. Donc, on va le lire dans l'ordre, on va dire ça. Ouais, c'est très décousu comme façon de communiquer. Alors, je vois ces manifestations comme un nouveau mouvement hippie potentiel qui devrait vraiment changer le monde. Si les femmes et les minorités se rallient autour d'un esprit de solidarité à la hippie, on va vivre des mouvements mouvementés.
des moments mouvementés. Je trouve incroyable que toutes ces femmes conservatrices d'un certain âge soient à Washington avec leur bonnet rose, rose aussi. Tu en sais plus que moi, quelles ont été les conditions qui ont permis au mouvement de prendre de l'ampleur? Leader, un slogan, j'aimerais beaucoup connaître ton avis. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Dans les documents d'Epstein, vous pouvez l'entendre parler des gilets jaunes et d'être très effrayé, parce que je rappelle qu'il y a eu un épisode où ils se sont rapprochés de l'avenue Foch. Epstein s'est fait dans le froc à ce moment-là. Alors, Jeffrey, tu te méprends, ce n'est que sur ce qu'est le mouvement hippie. Si en existant, c'est Steve Bannon, Abby Hoffman non juif, concernant l'éthique hippie. Elle est issue de deux influences majeures. Un, l'idée cybernétique, y compris la rétroaction, qui, comme l'a dit George Bateson, est l'idée la plus importante depuis 2000 ans, depuis l'idée de Jésus-Christ. Elle est également sombre et austère, et la plupart des gens ne peuvent ni la comprendre ni la gérer. Voir la version e-book de mon livre, By the Light John Brockman. Elle est profondément liée aux idées issues du monde de l'art. Telle fut ma contribution à la cause. Le premier passage ci-dessous concerne en fait mon influence. Présenter, habiller Andy, montrer l'Exploding Plastic Inevitable au Dôme sur Saint-Mark's Place. Bah, la place Saint-Marc en fait, bordel. Bref. Et surtout, engueuler Abby pour avoir fait une fausse publicité dans l'émission de Dick Cavett. La fois suivante, lorsque l'animateur a demandé une pause, il a déchiré sa chemise et en dessous, il portait un maillot de corps aux couleurs du drapeau américain. La chaîne a coupé la vidéo et l'écran est devenu noir. Et l'influence numéro 2, c'est Paul Krasner. Ouais, bon, c'est assez médiocre, puisqu'on n'a pas les pieds joints, donc voilà. C'est nul. Nul. Alors. Bon, je précise que je suis très fatigué, je n'ai pas beaucoup dormi, donc j'aurais peut-être pas dû faire cette vidéo maintenant. Bon, bref, c'est la vie. Alors, on a Roger Chang qui écrit. Oh putain, qui écrit Epstein. On va couper en plusieurs petits morceaux. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai l'impression qu'il a fracassé. Ah ouais, putain, c'est mal. C'est mal formaté, je vais le prendre phrase par phrase, putain. Ils font chier, bordel. Ils font chier, bordel. Ils font chier, putain. YouTube va censurer parce que je dis des gros mots, mais YouTube fait chier aussi. Si on peut même plus râler, si on peut plus râler, hein, qu'est-ce qu'on peut faire, bordel? Si on peut plus râler. Allez, on va le faire petit bout par petit bout parce que c'est relou. Alors, tes idées sont bien sûr présentées de manière divertissante et convaincante à mes yeux. Cette idée circule bel et bien et commence à être mise en pratique. De toute évidence, un goy bien élevé qui répond comme s'il s'adressait à un malade mental. Oui, voilà. Parce que les gens pourraient se dire, attends, tu nous dis, ouais, le suprémacisme juif, il est où? Bah oui, ils n'ont pas fait un manifeste du parti, du parti national socialiste, d'accord? Mais c'est justement, c'est ça la subtilité, c'est que c'est internalisé. C'est par exemple des coups de pression à ceux à qui il va faire des dons en leur faisant croire que il les accuse d'antisémitisme alors qu'il sait très bien que c'est pas le cas, comme on l'a vu par la Lituanie. C'est être constamment en train de dire des clichés antisémites au calme, comme ça, parce que il peut sortir la carte, non mais je suis juif donc je peux faire ce que je veux. Voilà, c'est ce sentiment de supériorité totalement internalisé. C'est son assistante qui est tellement matrixée intellectuellement qu'elle est là à dire oui, mais tu sais bien que j'ai une âme juive, etc. C'est comme si ça donnait. Comme si c'était un statut supérieur. Et dans la tête d'Epstein, c'est clairement le cas. C'est clairement le cas. Voilà. Mais vous allez voir qu'après, il y a aussi des trucs très très très
bien génétique comme l'avait amorcé Caroline Lang. Voilà. Et à nouveau, on a... Bon, par contre, je sais pas pourquoi ça veut pas le prendre jusqu'au bout. Moi, putain, ça fait chier. Ce formatage de merde, c'est très chiant. Alors, ici, on doit récupérer ça comme ça, parce que sinon, il va pas le mettre dans l'ordre, et ça va faire une introduction de merde. Le Dodge, c'est vraiment des emmerdeurs. Alors, c'est sûr, c'est un type bien élevé. Ouais, vous voyez la traduction en plus. Hein, DeepL, il a pas voulu le traduire, ça. Vous voyez, on peut pas leur faire confiance, hein. On peut pas leur faire confiance. Mais tu te trompes sur le reste, c'est lui qui a mis en place mon programme d'études en sciences. Ouais, alors en fait, ça veut dire que c'est un ping-pong entre Roger Schank et Jeffrey Epstein. Et du coup, on sait pas qui dit quoi, c'est la merde, c'est la merde. Non, si, pardon. Pardon. Non, c'est moi qui suis fatigué. Tous les endroits où il y a les chevrons, c'était ce que Epstein avait écrit. Et là où il n'y a pas les chevrons, parce qu'en fait, Roger Schank a répondu à Epstein, en fait. Voilà, donc la conversation, en fait, oui, il faut la prendre par en bas. Voilà, ça c'était. Ouais, mais en fait, c'est même pas qu'il faut la prendre par en bas, c'est que en fait, la conversation d'Epstein, c'est ça, ça, ça et ça. Et l'autre a rajouté ce passage-là, ça c'est Roger Schank, donc ce que je viens de traduire. Donc les deux, ils sont d'accord sur le fait d'appeler les gens goy. Hein, c'est important quand même de bien comprendre ça. Je l'ai dit, c'est subtil quand même. C'est pas. Pour ça qu'il y a pas mal de gens qui le repèrent pas. Ils se disent oui, non, mais c'est que. Ouais. Ouais, si on sait pas toutes les saloperies qu'il a fait, et tout l'argent qu'il a piqué, etc., on pourrait se dire oui, c'est une blague. Mais c'est pas juste une blague. Après, soyons très clairs, c'est juste une sensation d'être supérieur. Hein, c'est pas. Il a pas un plan d'exterminer les gens ou je sais pas quoi. C'est important aussi de garder ça à l'esprit quand même. Je pense que Epstein, c'était surtout un super narcissique. Et qu'il a utilisé tous les leviers possibles et imaginables pour pouvoir profiter de toutes les situations possibles et imaginables pour toujours avoir un avantage stratégique sur n'importe qui en fait. C'est ça le truc, il faut bien comprendre, c'est que Epstein, il n'y a personne, même quand il dit à l'autre, ouais, t'es mon frère et tout, machin, tu m'as jamais trahi. Oui, ben c'est justement, on l'a vu la lettre qu'il avait écrit à Bill Gates quand Bill Gates avait dit qu'il voulait prendre ses distances. Alors, tu te fais des illusions, Pamey était une fonctionnaire noire, ni plus ni moins. H est du même acabit. Pas d'idée originale, pas d'argument solide, pas de raisonnement en quatre étapes du type si ce n'est pas ça, alors c'est ça, pas de passion, pas de conviction profonde qu'elle pourrait défendre avec efficacité. Donc là, clairement, il est en train de stipuler que ces gens-là sont intellectuellement inférieurs. C'est ça que ça veut dire. C'est ça le sujet de leur discussion là. C'est important de bien leur esprit. D'ailleurs là, ça a été coupé, mais c'était Goy. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse O, Y forcément, c'est Goy. Eh oui. Putain, ils font chier. On va rajouter le G qui manque. Voilà. Ouais, je peux. Voilà, Goy ou Maivei. Alors, Maivei, je sais pas ce que c'est. Je cherchais un moyen de trouver quelqu'un pour incarner mes idées. Ça, tu veux un génie? Les génies ont leurs propres idées. J'ai besoin d'un cerveau. Tu veux des génies à 2 balles? Je n'ai pas promis ça. Et je ne t'ai rien promis non plus. Gouverneur, elle peut faire ça comme si j'avais besoin d'un trou dans. Pourrais-je avoir. C'est très très chiant la façon dont c'est totalement décousu. Bon, enfin bref, on va pas se. Voilà, on a compris le truc, c'est que eux, ils sont supérieurs et les autres, c'est des merdes. C'est ça le truc qu'il faut retenir de cette discussion.
Alors ici, c'est Boris Nikolic. Alors Boris Nikolic, je crois que c'est quelqu'un qui est spécialisé en génétique. Et alors, quel était le message ici? Do you think you had ouais, je sais pas, qu'est-ce que c'est. Alors c'est Epstein qui parle de... Je pense que c'est Larry Summers. Tu crois que Larry a fait quelque chose et qu'il a convaincu Bill de te faire porter le chapeau. Donc là, on est en 2017, hein, donc on se rapproche de la fin. On se rapproche de la fin. Et donc là, il y a Boris Nikolic qui écrit à Epstein qui lui répond: je n'en ai aucune idée. Nous avions envisagé plusieurs scénarios possibles. Je déteste ne pas savoir, mais ce n'est qu'un détail. C'était super de te voir comme toujours. Combien d'actions de FMI les actions de Bill sont-elles des actions bloquées? Alors attention, hein, c'est pas FMI, le Fonds monétaire international, parce qu'en anglais c'est l'inverse, c'est IMF. Donc ça fait référence à une entreprise, je ne sais pas laquelle. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Et Bill, je pense que c'est Bill Gates. Alors bonjour, j'ai quelques problèmes avec mon compte Hotmail. Certains de tes emails contenant des pièces jointes ou des fichiers se sont perdus. Pourrais-tu me les envoyer? Concernant la famille, Bill détenait 1100... Non, 1 106 194 actions achetées à 9,04 $ chacune. J'ai exercé un tiers de la plus-value le 15 janvier 2015. Je ne sais pas exactement quelle part Bill détient, je pense que c'est la majeure partie. Aucune de ces actions n'est soumise à des restrictions. Voilà, bon. Alors, on a un mail de Barry Zéline, je sais pas du tout qui c'est, mais on va pouvoir le traduire. Je pars pour New York après avoir passé 2 semaines en Floride. Je pensais peut-être te croiser par hasard, mais ça n'a pas été le cas. On dirait que toi et la presse, vous êtes toujours inséparables pour l'instant. Dommage pour toi, ça amuse bien les roturiers. Je vais te dire une chose, l'ambiance est très intéressante à Colony le vendredi soir au club IO et les goïms en général savent vraiment s'amuser. J'aime bien observer, donc Pan Beach est sympa, mais je préfère les Keys n'importe quel jour de la semaine. La foule au salon Ferrari, aux Breakers, était remarquable par la diversité internationale de ses participants. Les femmes et les hommes étaient spectaculaires, les voitures aussi. Voilà mon compte rendu, le travail m'attend. Restez sain d'esprit. Voilà, voilà. Alors, cette fois c'est Jeffrey Epstein qui répond à Roger Schank. Et il dit que c'est la façon dont les juifs font de l'argent. C'est ainsi que les Juifs gagnent leur argent et ont fait fortune ces 10 dernières années en vendant à découvert des contrats à terme sur le transport maritime, laissant les goïms s'occuper du monde réel. D'après Shipping News, la croissance la plus spectaculaire a été enregistrée dans le domaine des contrats à terme sur le transport maritime qui permettent aux compagnies maritimes de se couvrir contre les risques. Les contrats à terme, d'ailleurs c'est d'actualité, parce que c'est le problème du détroit d'Ormuz, parce que les assurances ne veulent plus assurer les risques pour les bateaux qui veulent aller au détroit d'Ormuz. Les contrats à terme les plus courants sont les contrats de fret à terme FFA, qui prévoient la livraison de marchandises sur un itinéraire donné à une date future, au cours de l'année écoulée. Ils ont atteint une taille équivalente à celle du marché physique selon Bidlines du Baltic Exchange, une bourse maritime londonienne qui vend des FFA. De nombreux acteurs du secteur se sont montrés méfiants à l'égard de ces contrats à terme car ils sont réticents à courir leurs paris. La prise de risque fait, après tout, partie du jeu.
et réticents à l'égard d'instruments financiers complexes qu'ils ne comprennent pas vraiment. Alors, à nouveau, Roger. Ah, mais c'est le même, j'avais pas fait gaffe. Donc, on passe à la suite. Alors, le retour de Brockman. Alors, est-ce que c'est la même conversation? Là, on a les noms des invités. On avait Bill Gates, Elon Musk et sa compagne, Paul Allen, le cofondateur de Microsoft avec Bill Gates, et plein de gens que je ne connais pas. Larry Page, cofondateur de Google, John Brockman, Jeff Bezos, Sergey Brin, l'autre cofondateur de Google. Alors, ton dîner de Goïm était super. Voilà, donc on a toujours cette idée d'appeler les gens de cette manière-là. Ton dîner avec les Goïm était génial, merci beaucoup de m'avoir invité. Où sont les juifs? J'ai fait de mon mieux avec Katinka, je comprends qu'elle ait peur. Kruger est quelqu'un de sérieux, il va nous aider. Il ne va pas essayer de sauver sa peau. Ouh, là c'est le bordel. Ça a été caviardé. Ouais. Alors on va enlever ça. Alors s'il te plaît, arrête de me poser ces questions idiotes dont tu connais déjà la réponse. C'est une perte de temps pour nous deux. Je t'aime et tu m'aimes. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors, IME, je sais pas ce que ça veut dire. Tu m'as demandé de partager ma vie avec toi. J'ai accepté avec enthousiasme. J'ai partagé mes joies, mes peines. Alors, attendez, c'est qui parle? Ah ouais, c'est bon, c'est une nana, j'imagine. En 2012, je sais pas qui c'est qui pourrait lui parler comme ça. Pourquoi est-ce idiot de comprendre le passé, rêve de mon corps, chaque partie de mon corps? Tu rentrais du travail en me disant que tu gagnais des millions de dollars, puis tu te disputais, tu criais après moi pour 5000 dollars. Tu voulais la paix et le calme, tu exigeais que je partage la paix, mais tu refuses la prospérité. Tu me disais souvent combien je te coûtais, à quel point j'étais cher, cela montrait peu de respect pour nous deux. Mais je t'aime et j'ai fermé les yeux là-dessus. Alors peut-être c'est Ghislaine Maxwell, hein. Parce qu'au passage, j'en profite, il y a une théorie comme quoi Ghislaine Maxwell aurait été jalouse de Katrina Schulak. Parce que je rappelle que sur le testament d'Epstein, c'est Katrina Schulak qui a eu des sous. Pas Maxwell. Ghislaine Maxwell, elle a eu Wellou. Nada, que dalle. Que chi. Alors, bon, blablabla, c'est simple, tu t'es comporté exactement comme les Goïms. Ouais, ça serait très très probable que ça soit Maxwell. Parce que je crois que, a priori, Ghislaine Maxwell est sa seule amante juive, hein, à mon avis. Donc ça serait très probable. Donc ça veut dire qu'il y aurait de l'eau dans le gaz depuis 2012. Voilà. En tout cas, ils ont la même vision des Goïms. Voilà, alors on passe au suivant, et là c'est un document de Terge, non c'est pas Terge, mais c'est le même style, c'est quelqu'un d'autre qui lui a envoyé, et j'ai dit que c'était la page 4 qui était intéressante. Alors, allons voir la page 4. Ah oui, c'est la dissociation entre le Dieu des chrétiens. Coup d'état. Ouais, il parle du Vatican et puis il parle des sionistes chrétiens et ainsi de suite. Ouais, ouais, ouais. Alors, très bien, on passe à la suite.
Alors, c'est Peggy Seagal, et qui nous parle encore des goïms. Alors attendez, on va le prendre dans l'ordre, parce que on parle des juifs là-haut. Qu'est-ce qu'elle dit ici? Alors j'ai oublié de te dire, pour remercier Denise Rich de m'avoir accueilli sur son bateau à Saint-Tropez. À part ça, ce n'est pas une affaire française. Le bateau des fous. Mon bureau l'aide à assurer la couverture médiatique de Langle Ball, la soirée caritative organisée en octobre en mémoire de sa fille décédée d'un cancer. Je ne voulais pas passer pour un profiteur de classe mondiale. Je fais mes valises pour East Hampton. Je vais voir Eat, Pray, Love dimanche soir. C'est Mamma Mia sans les danses. Je ferai ma liste dans la voiture. Alors c'est qui parle? C'est Peggy. Ok. Après il y a une liste de noms. Yacht Slut. Ah, yacht Slut, ça veut dire le yacht des salopes. Hein. Donc là, c'est que des noms. Dubin, Dershowitz, Zuckerman ont tous donné leur accord pour le 18 septembre, jour de Yom Kippour. On dirait le nom d'un événement de catch. J'ai besoin que tu t'en occupes. Donc là, c'est Jeffrey qui a dit ça à Peggy Seagal. Il a écrit ça en août. Alors ici, on a sa réponse. Ouais, c'est la réponse de Peggy Seagal. Est-ce que ça va être une soirée 100% juive? Même Perelman sur Yum Yum a quelques goyim. Je vais faire envoyer ma liste Média Elite par FedEx pour samedi. Je t'enverrai quelques noms par email. Et Shirley Rose, je l'adore. Et Jane Fonda, ma nouvelle meilleure amie. Et rien de tel qu'une ancienne antisémite avec un petit ami juif pour pimenter un peu les choses. Quand je vous dis que c'est... Ah merde, j'ai fermé le truc sans faire exprès. Quand je vous dis que c'est obsessionnel chez eux. Alors là, c'est le dernier message de Epstein dans cette conversation. Non, des goïms à profusion, des cadres de JP Morgan, des brillants wasps. Ah merde, j'ai fermé le traducteur, quel con. Ok, DeepL, voilà. Hop. Donc ça c'est fait. On enchaîne. Alors, c'est Jeffrey Epstein. Non, c'est Roger Schank. Ah, Jeffrey Epstein. Ah, mais en fait, on l'avait vu. Ah non, ça en a un autre. Ça en a un autre. Parce que ça, on a vu cette partie. Ouais, c'est ça. Où il disait il faut laisser les goïms se gérer le monde. Et après. Donc, ça, c'était Epstein qui dit ça. Et donc, il y a Shank qui répond. Non, par contre, c'est pas en german qu'on veut, c'est en français. Je comprends comment les juifs font de l'argent, ils l'ont dans le sang. Savais-tu que j'avais une entreprise familiale dont j'avais clairement fait savoir que je ne prendrais pas la relève? Ça a donné lieu à une dispute. Elle traitait de biens immobiliers en grande quantité, ils auraient dû spéculer sur les contrats à terme sur les perles. Voilà, ils ont ça dans le sang. Et après on traite les gens d'antisémitisme. C'est hallucinant. Alors donc là c'est Harry Fish et bah l'autre ça doit être je sais pas qui hein. L'autre ça doit être je sais pas qui. Do you want a Woody dinner tonight? Bon, c'est quelqu'un qui a l'air de connaître Woody Allen. Epstein the best. Je sais pas ce que c'est mais c'est pas ragoûtant. Alors pas du tout. Non mais rendez compte ce qu'ils sont en train de raconter là. J'espère que c'est une blague.
Et l'autre il lui dit non et il le traite de goïm. Vous voyez, c'est une insulte pour eux. Voilà, voilà. Donc c'est sûr que c'est pas, si vous attendez au manifeste du suprémaciste, bon, ben non, c'est quand même pas, on n'en est pas là. Alors là, LHS, on sait que c'est Larry Summers. Alors, oh putain, non, non, ça va. Alors, ça c'est Larry Summers qui a écrit, mais on sait pas à qui. Probablement à Epstein, mais on va voir après. Alors, je suis en train de rédiger un autre pamphlet contre le projet de loi fiscale. Je ne veux pas utiliser l'exemple des avantages fiscaux accordés aux milliardaires des îles Vierges, mais je cherche des exemples de ce genre. Donnez-moi deux, s'il vous plaît. Alors, là, c'est Epstein qui répond. Ça, on avait compris, hein, les îles Vierges, c'était probablement lui. Immobilier 1031 et aucun autre type de bien immobilier. Pas d'œuvre d'art. Impôt sur les successions, l'impôt sur la dotation met fin aux bourses d'études. Cela aura désormais des conséquences fiscales pour les étudiants de troisième cycle. Ok, alors on est en quelle année? On est en 2017. Hein. Donc il avait déjà son île. Hein. Allez, je savais déjà tout ça, il doit bien y avoir des avantages spéciaux pour certains amis du Congrès. Il y a une pause bière artisanale. Et là, le mot est lâché. Il fallait pas attendre bien longtemps. Je n'en connais aucun, ils ont très bien réussi à enfermer la plupart du problème pour les goïms. Voilà, voilà. Alors, Mortimer Zuckerman, donc l'une des personnes qui était mentionnée dans la fête 100% juive, l'offense à Israël et au peuple juif de la part d'Obama. Il a osé. Oh putain. Ouais, flemme. Flemme, les gens. Franchement, flemme. Franchement, flemme, faut pas abuser. Là, vous avez vu la ref si vous voulez le voir par vous-même. Alors, on a le retour de Terge. Non, surtout, on a Jeff qui écrit à Terge. Oh putain, non, flemme. Flemme, 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 flemme. C'est abusé. Donc, il parle du conflit juif-arabe, etc. Donc, non, c'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. Je suis sur la fin. Je veux me débarrasser de cette affaire. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, c'est un petit truc, on peut le traduire. On a toujours Peggy. Peggy. De l'époque, on disait Peggy la cochonne. Je sais pas si ça se dit encore. Alors, je viens de rencontrer John Huey, rédacteur en chef de Time Inc. Il vient de me dire qu'il recevait 100 courriers par jour de la part de personnalités juives qui lui demandent à lui ou à Time de sauver ou de défendre Israël. Il dit que Time a souffert par le passé d'une réputation d'antisémitisme, mais que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ah bon, le Time antisémite? Et qu'ils ont désormais un rédacteur en chef juif. Intéressant, non? J'ai adoré voir ce matin. J'ai adoré te voir ce matin, j'ai encore des renvois. Bisous Peggy. Bon, il devait peut-être sauter Peggy aussi, hein, je sais pas. Bref, hop. Alors là, c'est qui là? Il y a Epstein et l'autre, on sait pas qui c'est. Tidy morning, do you have one dermatologist? Ah, I think I used a guy on a park and 69. What? De quoi est-ce qu'il parle? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, ça me saoule. C'était pas si important que ça. Bref. Allez, on enchaîne plus que
quelques-uns et on aura terminé une bonne fois pour toutes. Voilà, oui, voilà, c'est là. Là, on est pleinement dans le suprémacisme. Voilà, donc là, c'est Epstein qui parle, hein. Donc c'est Epstein qui envoie ça à on ne sait pas qui. Mais voilà. Cependant, cela ignore le fait que bien qu'il ne représente que 0,3% de la population juive détiennent 30% des prix Nobel, ce n'est pas Israël, ce sont les Juifs. Oui, la Grande-Bretagne a une histoire scientifique, c'est juste que cette histoire encourage les brevets, le partage de la propriété intellectuelle est une excellente idée. Des zones franches, je pense que des zones de réflexion exonérées d'impôts serait une idée audacieuse. Exonérer les scientifiques d'impôts pendant 10 ans s'ils opèrent dans le cadre d'un parc scientifique. Voilà. Voilà, voilà. Avant, il parlait de UK, machin, bidule. Voilà. Ok. Alors, là, on a Karina Chulek. Voilà, et donc il lui dit un truc. Je crois que c'est Karina Chulek qui lui a écrit. Ah non, Dear Jeffrey, Karina Bot. Donc c'est quelqu'un d'autre qui parle de Karina à Jeffrey. Cher Jeffrey, Karina m'a acheté un appareil photo lundi après-midi. Je tiens à te dire grand merci car je sais que cela n'aurait pas été possible sans toi. C'est grâce à toi qu'elle a pu le faire et j'apprécie vraiment beaucoup. Je l'adore. J'ai hâte de l'utiliser. Je pense qu'elle avait peur chez B&B parce que je parlais fort en racontant que tous les garçons juifs m'avaient largué parce qu'ils pensent que mes jeunes non-juifs vont gâcher les leurs. Voilà. Donc on est toujours dans ce suprémacisme. Là, c'est pas tant, mais là c'est plus des gens qui sont en position d'auto-infériorité, complexe d'infériorité. Voilà. Euh, Là on a Chen avec je sais pas qui, ONSD, machin, bidule, je sais pas qu'est-ce qu'il raconte, bordel. Bon, ils ont dû dire un truc genre Goïm ou je sais pas quoi. Voilà. Alors, j'en ai ma claque de cette affaire. Donc là, on a Chomsky. Chomsky. Ah oui, 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 Chomsky, ah oui, oui, je me rappelle de cette conversation. Chomsky, qui est linguiste, qui est probablement le linguiste le plus cité au monde, certains pourraient considérer comme le goth. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est Chomsky qui parle, hein. C'est bien from Chomsky. D'accord? À Jeffrey et avec sa femme en copie. Super! Super terme. Est-ce que je peux le copier? Chomsky qui demande à Epstein, qui lui dit ah ouais, tu utilises un terme, une façon de parler, qui est génial, et que je veux copier. Alors que le mec est linguiste de profession. Non, en fait, je pense que Chomsky était totalement séduit par Epstein. Alors peut-être parce que Epstein lui a fait gagner beaucoup d'argent, peut-être parce que Epstein lui a permis d'avoir une sexualité un peu plus élaborée avec sa femme, je sais pas. Mais en tout cas, ouais. Mais surtout, bon, là c'est juste un terme, mais Chomsky qui se présentait comme étant quelqu'un de gauche, égalitariste, anarchiste, tout ce que vous voulez, qui parle, ah ouais, il doit avoir des jeunes juifs. C'est quand même étonnant comme type d'humour pour cette personne-là. D'accord? Donc on comprend mieux pourquoi il faisait des blagues peut-être avec Steve Bannon. D'accord? Voilà, après je vous laisse aller regarder la conversation. Voilà. Mais c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent. Et qui revient souvent, assez souvent, entre des gens qui sont juifs. Bla 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 bla, financière. Alors ça, là c'est du coup, on sait pas qui est dans la conversation. Voilà. Mais en fait, ça va être pas compliqué si je fais du, voilà, voilà, c'est là. Voilà. Je vous l'ai dit. Next is personal level, so attacking blue-eyed. Alors attendez, on va copier ça. Voilà, on va aller dans le traducteur. Tac. Et voilà. Vient ensuite le niveau individuel, il devient donc possible de s'en prendre uniquement aux personnes aux yeux bleus. Celles qui possèdent des gènes juifs. Voilà. Voilà, voilà. Et allez, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Ah non, mais je crois que c'est celle-là. Ouais, ouais, c'est celle-là. Merde, j'ai recliqué sur le même. Ah, putain. Hop.
Après ça, il faut que je fasse une sieste parce que là, ça va pas. Ah oui, en fait, c'est Chomsky. C'est la suite de la conversation. Regarde. C'est pour ça que c'est ce qui montre bien que le Dodge, c'est vraiment des salopards. Ils font du caviardage totalement random. On a lu le document où en fait c'était Chomsky qui parlait, et là maintenant, d'un coup, ils se disent il faut caviarder comme s'il se passait des trucs. C'est totalement n'importe quoi, c'est lunaire. C'est lunaire. C'est lunaire. Ouais, bah, c'est la même conversation en fait. Parce qu'après, ils font des blagues sur le sexisme et compagnie, voilà. Donc là, c'est Jeff Epstein qui écrit, vous allez voir. Oui, je suis juif, j'ai 650 proches, tous juifs, et 10 façons différentes d'écrire Epstein. J'ai 2 gènes récessifs qui provoquent une putain d'hyperactivité. Non, en fait, c'est pas une putain d'hyperactivité, hein, c'est. D'accord. Voilà. Il justifie son, son addiction S à ces gènes. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour, et voilà. Existe-t-il une solution? Alors, au moment où j'avais écrit ça, je pensais que. Alors, je vais vous lire la conclusion, et puis après, je vais vous dire les petites mises en garde que je vais mettre, parce que malheureusement, euh, les choses sont pas comme. Bref, à l'échelle mondiale, je ne sais pas, mais à l'échelle locale, oui. Attention, il serait vain, stupide, puéril, voire même infantile de croire ou d'espérer l'homme providentiel ou le parti providentiel, la solution que je préconise pour la France, est plus la solution du moins pire plutôt qu'une solution réelle. Mais force est de constater que la seule formation politique qui a demandé une commission d'enquête sur l'affaire Epstein, c'est LFI. Je dirais LFI dans son ensemble parce que les sorties de Mélenchon ces derniers temps, je trouve qu'elles sont problématiques. Euh, et pas pour les raisons que vous pensez. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Et croyez-moi, je suis loin d'être un adhérent. D'ailleurs, pour être très honnête avec vous, en 2014, à la sortie des élections européennes ou municipales, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, je me souviens que Mélenchon s'était pris une branlée. Et à l'époque, j'habitais à Paris, et je sortais de chez moi et je le croise le lendemain des élections. Et j'étais en train de lire un excellent livre que je vous recommande qui s'appelle Contre-élections de David von Reybrouck, un historien belge. Et je lui dis, ouais, monsieur Mélenchon et tout, est-ce que vous connaissez ce livre? Et il m'a rembarré parce qu'il était vénère. Il a dit, oh, ça vous a pas échappé que j'étais en train de parler ou je sais pas quoi. Nanani, nanana. Il s'est vénère. Il était pas content. Moi, je lui ai dit, je croyais que vous étiez un homme du peuple, vous aimez pas quand le peuple vous prend, bon, bah, allez vous faire voir. Et puis voilà. Donc, je m'étais dit, ce mec est un connard. Voilà. Néanmoins, enfin, c'est pas lui spécialement qui a fait le. D'ailleurs, en ce moment, je trouve que Bompard est beaucoup plus équilibré et pertinent que lui. Mais malheureusement, pour la présidentielle, il faut avoir une personnalité très forte. Et je pense pas que les gens les éliront un Bompard. Alors que Mélenchon, il y a une possibilité qu'il gagne, il y a un vent où il gagne. Mais c'est sorti sur critiquer systématiquement les Blancs et faire des approximations historiques qui sont totalement fausses. Reconnaître que des civilisations autres que la civilisation occidentale ont eu des avancées, c'est un fait, et ça s'appelle la réalité historique. Mais par contre, faire une sorte d'idéalisation, on va dire des choses clairement, de l'islam, c'est totalement foireux. C'est totalement foireux parce que même s'il y a eu l'âge d'or de l'islam et que sous cet âge d'or, il y a eu un développement scientifique qui est incontestable, qui a un apport très intéressant à l'humanité, il n'empêche que c'est pas eux qui ont inventé les maths. Loin de là. Et c'est pas eux qui ont inventé en fait tout ce qu'ils ont développé. Ils ont développé ce que d'autres avaient fait avant eux. D'accord. Voilà. Donc c'est complètement débile de dire ça. C'est comme si quand on dit ouais c'est les chiffres arabes, etc. Ben non, ceux qui ont inventé ces chiffres-là, c'est les Indiens. Les Arabes les ont modifiés et c'est eux qui les ont transmis à l'Europe. C'est vrai. C'est un travail aussi. D'accord. C'est une intelligence aussi. Mais c'est pas eux qui ont créé. Donc je ne vois pas l'intérêt de mentir là-dessus pour essayer de caresser dans le sens du poil un électorat. Ça, je trouve que c'est dangereux de mentir pour simplement caresser un électorat. Voilà.
Donc ça, je trouve que Mélenchon, il fait n'importe quoi là-dessus, parce qu'en plus, il prête le flanc à la critique, parce que justement, c'est trop grossier, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et puis surtout, il suffit de faire 2 requêtes Google pour s'apercevoir que c'est faux. Donc je vois pas l'intérêt de faire ça. On n'a pas besoin de mentir pour être tolérant, on n'a pas besoin de mentir pour pouvoir développer une politique qui soit inclusive, pour que tout le monde se sente bien dans le pays, y compris ceux dont les ascendants sont présents sur le territoire depuis longtemps. Je veux dire, soit on est contre toutes les discriminations, soit on l'est pas. Mais on ne peut pas être pour une discrimination à la place d'une autre. Ça n'est absolument pas une solution. Voilà, donc sur ces dérives-là de la part de l'homme Mélenchon, je trouve que c'est problématique. Mais il n'empêche que il n'y a personne d'autre qui est allé au créneau sur Epstein. Et ça montre à quel point l'ensemble de la classe politique est foireuse, et mouillée, et corrompue, et il n'y a pas de, je vois pas de solution en fait, finalement. Voilà, mais je pense que prendre l'affaire Epstein comme étant un critère pour savoir qui est respectable et qui ne l'est pas, ça me paraît être un critère qui est quand même euh, raisonnable. Voilà, donc c'était ça mon truc. Donc je disais, alors que la France est probablement le pays le plus impliqué dans cette affaire avec les USA, le Royaume-Uni et Israël, et probablement en position 1 ou 2 à voir avec les États-Unis, aucune autre formation politique n'a bougé le petit doigt sur cette affaire. Et oui, en fait, c'est même pire, puisque on sait que des gens comme Jack Lang du PS, de l'UMPLR comme Olivier Colomb, de la majorité présidentielle comme Micron et Villani, et bien sûr le FNRN avec Steve Bannon qui les a rencontrés pour leur donner l'argent d'Epstein. Ils sont tous, euh, ils sont tous entrés en contact et ont entretenu des contacts avec Epstein. Cette affaire a un aspect positif, c'est une sorte de test chimiquement pur pour savoir qui sont les vrais pourris. Et malgré le LFI bashing de tous les merdias, comme pour la Palestine, LFI sont les seuls à être montés au créneau sur ce sujet. Ce qui m'amène à la conclusion, donner le pouvoir à LFI serait le test ultime pour voir s'ils mèneront l'enquête jusqu'au bout, euh, ou sinon, le système est pourri jusqu'à l'os. En clair, c'est le vrai test de vérité qu'on peut faire tout en restant dans la légalité. Et sinon, si vous y croyez plus du tout, barrez-vous. Hein. Voilà. Mais je pense que c'est la dernière chance. C'est la dernière chance. Et surtout, je pense que, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, si Elfie sont au pouvoir, ce sera pas le bruit des bottes, et donc du coup, on pourra facilement manifester, se plaindre, etc., et négocier. Et c'est ça que je pense qui est la stratégie la moins mauvaise, à mon avis, si on veut se débarrasser de. Parce que ce qui est de certains, par exemple, c'est que je pense qu'avec LFI, c'est certain que la France ne va pas suivre les Américains ou les sionistes pour aller faire des guerres ou pour aller vendre des armes ou je ne sais quoi. Et ça, croyez-moi, pour l'avenir du pays, ce sera déjà une très très grande victoire. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et moi je